L'hôtel Fontainebleau a ouvert ses portes en 1954 et est rapidement devenu un lieu de prédilection pour la haute société de Miami. Il a été fondé par Benjamin Novak, qui a géré la propriété jusqu'en 1977. Son épouse Bernice Novak, ancienne mannequin de mode new-yorkaise, a joué un rôle important dans la vie sociale de Miami. Ils ont donné naissance à leur fils unique Ben Novak Jr. en 1956. Grandissant au milieu du glamour de cet hôtel américain emblématique, Ben a hérité de l'héritage de sa célèbre famille et a su tirer parti de ses relations et de son influence. Bien que ses parents soient connus et côtoient d'autres célébrités, la vie de Ben n'est pas exempte de difficultés. Enfant, il s'est souvent senti isolé, entouré d'adultes et privé d'amitié significative avec ses pairs. Il percevait beaucoup d'expériences de son enfance comme étant inventées et mises en scène par les adultes qui l'entouraient. Pour s'évader, il s'est plongé dans le monde des bandes dessinées, Batman étant son héros préféré. En grandissant, sa fascination d'enfant s'est transformée en une véritable passion qui l'a conduit à constituer l'une des plus grandes collections de souvenirs au monde, dont sa propre Batmobile. Outre sa fortune, Ben Novak Jr. a hérité du sens des affaires de ses parents. Loin d'être un simple amateur de bande dessinée, c'est un entrepreneur avisé, profondément passionné par son travail. Déterminé à se forger sa propre identité au-delà de l'héritage familial, il s'est lancé dans le secteur des congrès dans l'espoir de se faire un nom. En restant dans le secteur de l'hôtellerie, il organise avec succès des conventions et tire des bénéfices substantiels de chaque événement. Malheureusement, l'une de ces conventions sera le théâtre de sa fin tragique. Cependant, avant cette sombre tournure des événements, Ben a exploré un autre intérêt. Il avait un penchant pour les stripteaseuses et sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'il s'est rendu dans un club de striptease à Miami et qu'il a rencontré une stripteaseuse nommée Narcy. Narcisa Veliz Pacheco a déménagé à Miami en 1983, après avoir grandi dans une région rurale de l'Équateur. Benjamine d'une famille de 6 enfants et favorite de la famille, elle était bien protégée par ses frères aînés. À 17 ans, elle a épousé un homme nommé Angel, avec qui elle a eu une fille, May Abad. Lorsque May a 4 ans, la famille déménage à New York. Cependant, le mariage s'est rapidement détérioré et Angel a quitté Narcy et leur fille. Mère célibataire, Narcy reste à New York et travaille dur comme couturière, mais elle se sent destinée à une vie plus luxueuse. Elle rêvait d'un monde où elle pourrait porter, posséder et exhiber une mode haut de gamme, assister à des soirées glamour, conduire des voitures de luxe et naviguer sur des yachts de luxe. Animée par cette ambition, Narcy envisageait une vie exempte de soucis financiers et de loyer. Pourtant, ce rêve va la conduire sur un chemin inquiétant. Au cours de l'été 1983, Narcy décide de s'installer à Miami avec sa fille pour prendre un nouveau départ. En raison de ses compétences limitées en anglais, elle a d'abord eu du mal à trouver un emploi. Pour gagner rapidement de l'argent et subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, Narcy a accepté un emploi de stripteaseuse. Elle y a vu une occasion de rencontrer des hommes riches prêts à dépenser généreusement. Peu de temps après avoir commencé, elle a trouvé l'or lorsqu'un millionnaire de 27 ans est entré dans son club. Après une lap dance, elle et Ben Novak Jr. ont ressenti une connexion immédiate. Ben a couvert Narcy de cadeaux extravagants, l'a emmenée dans des vacances incroyables et lui a fourni des sommes d'argent considérables. Cela ne fait qu'accentuer la fascination de Narcy pour le luxe. La famille de Ben n'est cependant pas très satisfaite de cette nouvelle relation. Son père est décédé et sa mère, Bernice, qui était très proche de lui, n'est pas impressionnée. Malgré leurs appels quotidiens et l'influence considérable qu'elle exerce sur lui, la désapprobation de la mère de Ben à l'égard de Narcy ne le décourage pas. Bernice avait espéré qu'il épouserait une mondaine bien établie de Miami, issue d'une famille respectable et non une stripteaseuse. En 1900-901, Narcy a atteint son objectif en épousant Ben. Dès le début, elle s'est fortement impliquée dans son entreprise, assistant aux conventions, gérant les réservations et travaillant avec les clients,
faisant preuve d'un talent certain. Néanmoins, Narcy préférait un style de vie tranquille, se livrant à des achats incessants et menant une vie de millionnaire insouciante. Elle est devenue une acheteuse compulsive, tandis que Ben a poursuivi sa passion pour les objets de collection de Batman, devenant le deuxième plus grand collectionneur au monde. Ils savourent leurs manoirs, leurs vacances, leurs voitures de luxe et leurs dîners gastronomiques. La fille de Narcy, May Abad, qui était à la fin de l'adolescence à l'époque, a également emménagé avec eux. Elle a noué des liens étroits avec Ben, qui est devenu la figure paternelle qui lui manquait. Pendant 18 ans, Narcy, Ben et May ont vécu une vie de luxe, mais la vie de Ben a pris un tournant tragique. Le 4 avril 2009, sa mère, Bernice, est décédée de manière inattendue. Son corps a été découvert par un voisin dans sa maison de Fort Lauderdale. Bien que les circonstances soient suspectes, sa mort est officiellement considérée comme un accident. Du sang a été trouvé dans la voiture, dans la cuisine et dans la buanderie. Les autorités ont conclu qu'elle avait dû tomber et se blesser, se cognant la tête contre le rétroviseur de la voiture, puis qu'elle avait saigné en rentrant à l'intérieur avant de succomber à ses blessures. Ben a été dévasté par cette perte et a sombré dans une profonde dépression après la mort de sa mère. Narcy assiste aux funérailles et donne l'impression d'être une épouse compréhensive. Pour surmonter son chagrin, Ben s'est plongé dans son travail à Convention Concepts Unlimited. Le 12 juillet 2009, Ben et Narcy étaient à New York, où Ben gérait une importante conférence au Rye-Brook Hilton. L'événement était organisé pour Amway Global International, un client prestigieux, et attirait plus d'1 millier de participants. Le 12 au matin, Narcy a quitté la chambre vers 7 heures pour prendre le petit déjeuner avec sa fille. Lorsqu'elle est revenue dans la chambre environ une demi-heure plus tard, elle a découvert son mari sur le sol, ligoté et en sang, et il était déjà mort. 3 mois seulement après la mort de Bernice, un autre membre de la célèbre famille Novak a été tué. Les autorités ont immédiatement classé la mort de Ben comme un homicide. Ben a été retrouvé en sous-vêtements, les jambes attachées sous les genoux et les mains liées dans le dos. Il a été frappé à la tête avec un objet alors qu'il était couché dans son lit, probablement pendant son sommeil. Après l'avoir matraqué à mort, l'agresseur a laissé son corps face contre terre. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé le lit imbibé de sang qui s'était répandu sur le sol autour du corps sans vie. Un détail qui fait froid dans le dos. Les yeux de Ben ont été arrachés. Sur place, Narcy a immédiatement suggéré à la police qu'il s'agissait peut-être d'un volume. Pourtant, rien ne semble manquer dans la pièce. Même une enveloppe contenant plusieurs centaines de dollars est restée intacte. S'il s'agissait d'un cambriolage, on s'attendrait à ce que des objets de valeur, en particulier de l'argent liquide, aient été emportés. Narcy a également mentionné que Ben s'était récemment disputé avec quelqu'un lors d'une convention de bande dessinée au sujet de l'argent et que cette personne l'aurait menacé. Malgré cette piste, les inspecteurs n'ont trouvé aucune preuve pour l'étayer et l'ont rapidement écarté. Les liens passés de la famille Novak avec la mafia ont été brièvement envisagés, mais les enquêteurs ont rapidement jugé cette piste improductive, Ben Jr. n'étant pas impliqué dans le crime organisé. Au lieu de cela, la police a commencé à examiner Narcy de plus près. Son comportement, bien que contrôlé, comprenait des questions étranges et déplacées, comme celle de savoir si Ben était peut-être mort d'une crise cardiaque. Cette question a fait froncer les sourcils, étant donné la nature horrible et violente de sa mort, sa tête ayant été matraquée et son corps ligoté. Narcy a été amené au poste pour un nouvel interrogatoire. 6 réponses ont soulevé des doutes importants quant à sa version des faits. Elle a affirmé avoir trébuché sur le corps de Ben en revenant du petit déjeuner et avoir appelé l'opérateur en criant. Cependant, elle a également déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu du sang, ce qui contredisait la scène décrite par la police, compte tenu de la chambre imbibée de sang. En outre, elle a mentionné avoir frotté la jambe de Ben alors qu'elle était assise à côté de lui, ce qui semble étrange, d'autant plus que la plupart des dégâts se situaient au niveau de la tête. Le fait qu'elle n'ait pas remarqué le sang n'a fait qu'accroître les soupçons qui pèsent sur elle.
Les enquêteurs tentent également de déterminer comment le tueur a pu accéder à la chambre. Narcy était la seule personne à posséder une clé, et les serrures électroniques de l'hôtel enregistraient l'utilisation de chaque clé en fonction de l'heure et de la date. Selon les registres de l'hôtel, la clé a été utilisée pour la dernière fois à 11h30 la nuit précédente et n'a été réutilisée que lorsque Narcy est entré dans la chambre vers 7h30 après le petit déjeuner. La clé n'a pas été utilisée à d'autres fins. En outre, un témoin de l'hôtel a déclaré avoir vu une femme correspondant à la description de Narcy se promener avec 2 hommes. Narcy a nié ces faits lorsqu'il a été interrogé par la police. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les inspecteurs étaient de plus en plus convaincus que Narcy était impliqué dans le meurtre de Ben Novak Jr. May Abad, la fille de Narcy, corrobore leurs soupçons en révélant que le mariage de ses parents était perturbé. Elle explique que Ben était aux prises avec l'infidélité et qu'il continuait à fréquenter des stripteaseuses bien qu'il soit marié. May a suggéré que la détresse de Narcy était moins liée à la jalousie qu'à l'éventualité d'un divorce. La peur de Narcy d'être abandonnée par Ben pour une autre femme était profonde, car elle savait qu'un divorce lui ferait perdre le mode de vie auquel elle s'était habituée. Cette crainte n'était pas sans fondement. En 2002, Narcy a orchestré un cambriolage en engageant des hommes pour s'introduire dans sa maison et celle de Ben. Ils l'ont maîtrisé et l'ont gardé en otage pendant 25 heures. Sa fille a révélé que Narcy avait l'habitude d'aller très loin pour obtenir ce qu'elle voulait et qu'elle prenait des mesures draconiennes pour empêcher Ben de la quitter. Bien que Ben ait signalé l'incident à la police, il a ensuite abandonné les poursuites et l'affaire a été classée comme une dispute domestique. Malgré les soupçons croissants et les preuves de plus en plus nombreuses contre Narcy, les inspecteurs n'avaient toujours pas de motif suffisant pour l'inculper. Ils ont décidé de renvoyer Narcy et sa fille à leur hôtel après les avoir interrogés. Pendant cette période, sa fille a supplié sa mère de lui révéler la vérité. Narcy a répondu en rappelant à sa fille leur relation, mais n'a pas fourni d'autres informations. 3 jours après le meurtre de Ben, la police est appelée au domicile des Novak pour des troubles domestiques. Mais Abad explique qu'à son retour de New York, elle s'est rendue directement à la maison pour chercher des preuves contre sa mère. Alors qu'elle examinait des documents, Narcy l'a découverte et l'a attaquée avec un pied de biche, la traitant de traîtresse. Narcy a prétendu que May avait initié l'altercation et tenté d'allumer un feu, ce qui a conduit Narcy à saisir le pied de biche en état de légitime défense. La police a ensuite procédé à une perquisition au domicile de Novak à Fort Lauderdale. Ils ont saisi des bandes de sécurité, des documents, des ordinateurs, des factures et 5 rouleaux de ruban adhésif. Alors que l'enquête se resserre autour de Narcy Novak, May, craignant que sa mère n'hérite des biens de son beau-père, engage un avocat pour geler la succession. Quelques mois plus tard, elle a également contacté les détectives new-yorkais pour leur fournir des preuves supplémentaires. En 2008, Ben a entamé une liaison sérieuse avec une star du porno nommée Rebecca Bliss, une relation dont Narcy était au courant. Selon May, Ben a exprimé son intention de quitter Narcy, ce qui a fait paniquer sa mère. May pense que la perspective du divorce a incité Narcy à commettre un meurtre. Le contrat de mariage était défavorable à Narcy, stipulant qu'en CA de divorce, elle ne recevrait que 60 000 $ et renoncerait à toute prétention sur les millions de Ben. Même en CA de décès de Ben, Narcy serait perdante, car le testament de Ben attribuait la majeure partie de ses biens à sa mère. Toutefois, sa mère étant décédée 3 mois auparavant, la situation n'était pas claire quant à l'héritage potentiel de Narcy. Le frère de Narcy, Cristobal Veliz, a également été interrogé par la police. Il a impliqué May Abad, la fille de Narcy, comme étant le cerveau du meurtre. Cristobal a suggéré que le retard de May à révéler la liaison de Ben avec Rebecca Bliss faisait partie d'une opération de camouflage. Pour compliquer encore les choses, Narcy a informé le FBI qu'elle avait découvert des lettres d'amour explicites de Ben à sa belle-fille, May. Cristobal Veliz a affirmé qu'il pouvait prouver que May Abad avait engagé un tueur à gages nommé Alejandro Garcia pour assassiner Ben et faire porter le chapeau à sa mère. En novembre 2009,
Garcia a été arrêté pour un crime sans rapport avec l'affaire. Pendant sa garde à vue, il a été interrogé sur le meurtre de Novak. Réalisant la gravité de sa situation, Garcia a conclu un marché et avoué avoir tué Ben Novak Jr. Il a cependant affirmé que ce n'était pas May Abad qui l'avait engagé, mais Cristobal Veliz. Garcia a déclaré que Veliz l'avait payé $5 000 pour qu'il commette le meurtre. Des images de surveillance ont montré Garcia récupérant un reçu de paiement de Cristobal, mais la police n'a pu trouver aucun reçu au domicile de Cristobal pour confirmer la transaction. Comme Garcia risquait déjà une peine de prison, il a choisi de coopérer davantage et a révélé un détail surprenant. Ce meurtre n'était pas le premier qu'il avait commis sous la direction de Cristobal Veliz. En avril 2009, Alejandro Garcia a été engagé pour tuer Bernice Novak. Alors qu'elle entrait dans son garage, Garcia l'a attaquée avec une clé à molette, lui assénant un coup violent au visage. Il a été révélé que Narcy Novak, avec l'aide de son frère Cristobal Veliz, avait orchestré les meurtres de Bernice et Ben Novak. Pour hériter de la fortune de Ben, Narcy devait éliminer Bernice. Au cours du procès, Alejandro Garcia a déclaré que le plan pour Bernice était de la frapper dans les dents et de lui donner une bonne correction. Le matin du 12 juillet 2009, Narcy a laissé Garcia et Joel González entrer dans la chambre d'hôtel de son mari pendant que Ben dormait. Elle les a guidés jusqu'au chevet de Ben, où ils ont commencé à l'agresser. Narcy a remis à Garcia un oreiller pour étouffer les cris de Ben et a demandé à l'un des hommes de lui arracher les yeux. Le témoignage de Garcia est cohérent avec les preuves trouvées par la police. Lors de l'arrestation de Garcia, une photo froissée de la fille de Narcy, May Abad, a été trouvée dans sa poche, révélant qu'elle était également une cible. Narcy et Cristobal avaient prévu de faire tuer May également. Pendant ce temps, le corps de Ben est resté 2 mois à la morgue du comté de Westchester, ce qui a amené la police à s'interroger sur le retard de son enterrement. Selon l'enquête, plutôt que de se concentrer sur les funérailles de Ben, Narcy était occupé à piller sa collection de Batman, à siphonner l'argent des comptes de sa société et à manipuler les caissiers de banque pour accéder à son coffre-fort. Le 8 juillet 2010, Narcy et Cristobal ont été arrêtés pour les meurtres. 1 an plus tard, ils ont été officiellement inculpés pour le meurtre de Bernice Novak. Leur procès s'est ouvert le 23 avril 2012. Cristobal a choisi de témoigner pour sa propre défense, mais sa prestation a été désastreuse. Il s'est contredit à plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire. Malgré des images vidéo montrant Garcia et González surveillant l'hôtel et des enregistrements téléphoniques révélant une correspondance de 2 ans entre Narcy et Cristobal qui suggère une préméditation, Narcy et Cristobal ont continué à nier leur implication. Rebecca Bliss, la maîtresse de Ben, se présente à la barre et révèle que Ben avait prévu de quitter Narcy. Rebecca a révélé que Ben avait exprimé son mécontentement à l'égard de son mariage et qu'il était prêt à faire avancer leur relation. Il lui avouait quotidiennement son amour et la rassurait sur son engagement. Narcy avait déjà confronté Rebecca à propos de sa liaison, lui offrant de l'argent pour quitter Ben, ce que Rebecca a refusé. Narcy s'est même fait passer pour Rebecca à un moment donné, ce qui a entraîné la coupure de l'électricité dans l'appartement de Rebecca. En outre, Rebecca a affirmé que Narcy avait contacté l'administration de son appartement pour déclarer à tort que Ben était incapable de payer le loyer parce qu'il était mort, une affirmation faite 6 mois avant sa mort réelle. Selon Rebecca, Narcy l'aurait menacée en lui disant que si elle ne pouvait pas avoir Ben, personne d'autre ne pourrait l'avoir. Au cours du procès, Narcy et Cristobal ont chacun tenté de rejeter la responsabilité sur l'autre afin d'obtenir des peines plus légères. L'avocat de Narcy a plaidé pour une peine réduite à 27 ans, suggérant que Cristobal était le principal cerveau des meurtres. Pendant ce temps, Cristobal persistait à accuser sa nièce, May Abad, d'être la principale conspiratrice, bien que ces allégations aient fait l'objet d'une enquête approfondie et aient été rejetées par les détectives. Narcy a été condamnée pour 12 des 13 chefs d'accusation retenus contre elle, tandis que Cristobal a été reconnu coupable de 14 des 15 chefs d'accusation retenus contre lui. À la suite de sa condamnation, Narcy a perdu tout droit à l'héritage qu'elle espérait réclamer.
L'héritage de Ben est désormais destiné aux 2 fils de May Abad. Les procureurs ont présenté des preuves selon lesquelles Narcy avait payé son frère pour qu'il engage 2 tueurs à gages. Les témoignages des tueurs ont révélé que Cristobal les avait recrutés et leur avait transmis les instructions de Narcy sur la manière d'exécuter les attaques. Ces instructions prévoyaient notamment de ligoter Ben et de lui arracher les yeux. Le matin du 12 juillet, les tueurs sont arrivés à l'hôtel, où Narcy les a fait entrer dans la chambre de son mari, les a guidés jusqu'à Ben qui dormait et leur a fourni un oreiller pour étouffer ses cris. Ils ont utilisé des haltères pour battre Ben jusqu'à ce qu'il perde connaissance, le laissant pour mort. Garcia a témoigné que le plan initial était de blesser gravement Ben et Bernice, et non de les tuer. À l'issue du procès, Narcy et Vélise ont été reconnus coupables de meurtre, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, de violences domestiques, de harcèlement, de blanchiment d'argent et de subornation de témoins. Narcy a renoncé à son droit de comparaître devant le tribunal lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé. Ils ont tous deux été reconnus coupables et condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Alejandro et Joël ont plaidé coupables pour des charges moins lourdes et ont été condamnés à 17 ans et demi de prison en raison de l'aide qu'ils ont apportée à l'enquête. Gail Katz, née le 8 mars 1956 à Brooklyn, New York, a grandi dans une famille comptant 2 autres frères et sœurs, une sœur et un frère. Bien qu'elle ait excellé dans ses études à l'adolescence et qu'elle ait obtenu son diplôme avec une année d'avance sur ses camarades, la trajectoire de Gail a pris un tournant différent lorsqu'elle est entrée à l'université. Au lieu de poursuivre sur la voie de la réussite scolaire, elle s'est engagée dans un style de vie axé sur la fête, ce qui l'a amenée à abandonner ses études. Ce choix a profondément déçu ses parents conservateurs qui avaient une vision traditionnelle de la vie. Ils pensaient que la seule perspective d'avenir de Gail était d'épouser un homme riche. La mère de Gail, employée au service des urgences de l'hôpital, l'a fortement encouragée à rechercher un médecin comme partenaire de vie. Mais Gail a résisté, choisissant de privilégier les relations sociales et les rendez-vous galants plutôt qu'une relation sérieuse. Finalement, Gail a perdu le contrôle de sa vie, s'est retrouvée aux prises avec la dépression et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Malgré la surprise initiale de sa famille, Gail leur a présenté un homme nommé Robert Birnbaum, avec lequel des amis communs les avaient mis en contact. Le docteur Robert Birnbaum, jeune et prometteur, semblait être le candidat idéal pour Gail et sa famille. Issu d'un père cardiologue prospère, il a poursuivi une carrière en médecine, terminant son internat en tant que chirurgien plasticien au centre médical Maimonides de Brooklyn. Au-delà de son impressionnant bagage éducatif, Robert possède du charme, des compétences linguistiques et un amour pour le ski, mais sa plus grande passion est l'aviation. Elle se réjouit de ses aventures et il apprécie l'intérêt sincère qu'elle porte à ses passions. En conséquence, leur lien s'est rapidement approfondi et ils ont fini par se marier. Cependant, comme beaucoup d'histoires d'amour, la leur n'a pas abouti à un bonheur éternel. Le 7 juillet 1985, un dimanche, Robert Birnbaum arrive seul à la résidence de sa sœur à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, vers 7h30. C'était l'anniversaire de son neveu et sa sœur avait organisé une fête pour lui. Robert et son épouse, Gail Katz, étaient tous deux invités à la réunion. Cependant, Robert a informé sa sœur et son père que Gail ne l'accompagnerait pas en raison d'un désaccord qu'ils avaient eu ce jour-là. Selon Robert, Gail avait quitté leur appartement de Manhattan vers 11h pour se rendre à Central Park et elle n'était pas rentrée à l'heure où il s'est rendu à la fête, ce qui l'a incité à s'y rendre seul. En revenant de la fête, Robert s'est arrêté à la résidence de son ami, le docteur Scott Baranoff. À ce moment-là, Robert a semblé angoissé et a tenté de joindre la ligne fixe de son appartement à plusieurs reprises, sans succès. Il a confié à Scott la dispute de la matinée avec Gail, précisant qu'elle était partie en tenue décontractée et qu'elle ne l'avait pas contacté depuis. De retour à son appartement de Manhattan, Robert constate l'absence de Gail.
Il a contacté son ancien professeur de psychologie, le docteur Yvette Face, pour discuter de la dispute. Robert informe Yvette que Gail est parti plus tôt dans la journée pour prendre un bain de soleil à Central Park. Yvette lui conseille d'informer la police et de se renseigner auprès du portier de l'immeuble sur les allées et venues de Gail, ce que Robert accepte de faire. Le soir suivant, le 8 juillet à 9 h, Robert a contacté l'inspecteur Virgilio d'Alsace pour la première fois. Il l'informe que Gail a quitté leur appartement à 11 h la veille et qu'il n'a pas eu de contact avec elle depuis. Robert explique qu'il a attendu Gail à leur appartement jusqu'à 5h30, mais qu'elle n'est pas revenue, ce qui l'a incité à partir pour la fête de son neveu chez sa sœur. Robert étant la dernière personne à avoir vu Gail, l'inspecteur lui a demandé de fournir tous les détails possibles pour aider à la retrouver. Robert a indiqué à l'inspecteur que Gail avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il a également fait part à ses amis de son inquiétude quant à la possibilité que Gail se soit fait du mal, citant les informations de sa thérapeute, le docteur Sybil Baran, qui l'aurait informé des tendances suicidaires de Gail. Les recherches pour retrouver Gail ont commencé, mais la police a dû faire face à des difficultés importantes en raison de l'absence de pistes substantielles. Malgré leurs efforts pour obtenir davantage d'informations de la part de Robert, celui-ci n'a répondu à leurs messages répétés que le 10 juillet, quelques jours après avoir signalé sa disparition. Au cours de cette conversation avec l'inspecteur O'Malley, Robert s'est enquis des progrès de l'enquête et a accepté de se rencontrer 3 jours plus tard pour revenir sur les détails du dernier jour où il a vu Gail. Au fil du temps, la police soupçonne de plus en plus Robert de dissimuler des informations cruciales. Plusieurs incidents les ont troublés, notamment une rencontre le 14 juillet, alors que certains amis de Gail, dont Marianne de César, la recherchaient activement et distribuaient des affiches de personnes disparues. Au cours de cette rencontre, Robert a laissé entendre à Marianne qu'il pensait que Gail était en train de faire du shopping pendant une semaine à Bloomingdale's, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. En outre, à une autre occasion, il a fait part à la mère de Gail d'un commentaire étrange concernant le chat qui tombait malade et qui devait être nettoyé. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange. Les détails qu'il a racontés concernant les événements du 7 juillet varient selon les personnes à qui il s'adresse. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas informé la police de la dispute qu'il avait eue avec Gail le dimanche matin avant son départ à 11 h, bien qu'il en ait parlé à sa famille et à quelques amis. Au lieu de cela, il a informé la police que la dispute avait eu lieu la nuit précédant sa disparition et qu'elle était due à des problèmes financiers. Il a affirmé qu'il s'était réconcilié par la suite, mentionnant même un dîner romantique qu'il avait préparé pour Gail à leur retour dans leur appartement le 6 juillet, précisant qu'elle s'était rendue à Central Park le lendemain matin à 11 h. Malgré les questions répétées de la police pour s'assurer qu'il avait révélé tous les événements du 7 juillet, il a maintenu qu'il était resté dans l'appartement jusqu'à ce qu'ils partent pour la fête à 5h30. Cependant, cette affirmation est en contradiction flagrante avec ce qu'il a dit aux amis de Gail, affirmant qu'il l'avait cherché à Central Park entre 11 h et 5h30 et qu'il y avait même trouvé sa serviette et de l'huile de bronzage. Fait remarquable, malgré l'importance de cette information pour la disparition de Gail, il ne l'a pas communiqué à la police. Robert a informé le détective qu'il avait parlé au portier de leur complexe d'appartements, qui se souvenait avoir vu Gail partir à 11 h et ne pas être revenu. Cependant, interrogé par la police, le portier a affirmé qu'il n'avait vu ni Robert ni Gail ce jour-là. En outre, lorsque l'inspecteur d'Alsace a demandé à fouiller l'appartement en juillet, après la déclaration initiale de disparition de Gail, Robert n'a répondu à la demande que le 12 septembre et a autorisé l'entrée le 30 septembre, mais avec des restrictions. La police n'a pas été autorisée à effectuer des recherches pour prélever des échantillons de sang ou de cheveux. Alors que les soupçons concernant l'implication potentielle de Robert dans la disparition de Gail grandissaient, la police s'est penchée sur l'état de leur mariage, découvrant une relation loin d'être parfaite, qualifiée de toxique par des connaissances. Leur relation n'a pas toujours été tumultueuse. Ils se sont rencontrés au début des années 80, alors que Gail était à l'université et que Robert était interne en chirurgie à Manhattan. Au début, Robert s'est donné beaucoup de mal pour impressionner Gail,
mettant en avant ses talents de pilote et sa maîtrise de plusieurs langues, et se montrant très romantique. Leur relation a même été décrite comme magique au début. Cependant, les choses ont pris une tournure différente, et ils ont commencé à se disputer plus fréquemment dans les mois qui ont précédé la disparition de Gail. La sœur de Gail, Elaine Katz, a raconté à la police un incident au cours duquel elle a vu Robert donner de force de la nourriture à Gail dans un restaurant, ce qui l'a profondément troublée. Ce n'est qu'un des nombreux faits inquiétants découverts par la police. Des amis et des membres de la famille ont décrit Robert comme étant autoritaire, et Gail a confié à un voisin qu'elle se sentait mal à l'aise chez elle. Gail avait déjà signalé à la police un incident au cours duquel elle avait prétendu que Robert l'avait étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance après l'avoir surprise en train de fumer sur le balcon. Bien que Gail soit restée avec Robert après qu'il ait accepté de consulter un psychiatre, ce dernier lui a envoyé une lettre l'avertissant que Robert pouvait représenter une menace sérieuse pour sa vie. Peu avant que Gail ne soit portée disparue, elle avait entamé une nouvelle relation et décidé de quitter Robert. Elle a confié à une amie qu'elle prévoyait de l'informer de sa décision et de demander le divorce le 7 juillet. Elle a également mentionné que si Robert refusait de coopérer et d'accepter un arrangement, elle révélerait la lettre qu'elle avait reçue de son psychiatre l'avertissant du danger potentiel qu'il représentait, envisageant même de la montrer à 16 collègues. La police a constaté que l'accumulation de preuves circonstancielles permettait d'établir l'implication de Robert dans la disparition de Gail. Toutefois, un obstacle de taille subsiste. Gail n'a toujours pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent et la famille et les amis de Gail s'efforcent de découvrir la vérité sur sa disparition. Cependant, Robert ne semble pas s'en préoccuper. Il passe beaucoup de temps dans les Hamptons, participe à diverses fêtes et entame des relations avec d'autres femmes. En septembre 1985, une femme du nom de Roberta Karnowski emménagea avec lui au domicile conjugal et leur relation dura environ 1 an. Pendant toute cette période, malgré des efforts constants, aucune trace de Gail n'a été retrouvée et aucune arrestation n'a eu lieu. Bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée, l'enquête sur la disparition de Gail reste active et ouverte, l'inspecteur en chef Andy Rosenzweig réexaminant les preuves. Connaissant la passion de Robert pour l'aviation et son statut de pilote breveté, l'inspecteur Rosenzweig s'est attaché à vérifier les carnets de volume de l'aéroport du New Jersey. On sait que Robert y loue souvent des avions. L'enquête sur les registres a révélé que le 7 juillet 1985, Robert avait loué un avion Cessna 172 à l'aéroport de Caldwell à Fairfield, dans le New Jersey, à 4h30 et l'avait rendu après 1h56. Cependant, Robert avait modifié la date sur son propre carnet de volume et l'avait inscrite le lendemain, 8 juillet. La découverte du détective Rosenzweig a soulevé des questions. Pourquoi Robert a-t-il tenté de dissimuler ce volume? L'inspecteur Rosenzweig soupçonnait fortement Robert d'être responsable de la mort de Gail, pensant qu'il l'avait tué et s'était débarrassé de son corps dans l'océan Atlantique. Cependant, en l'absence du corps de Gail, le bureau du procureur a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. 4 ans après la disparition de Gail, en mai 1989, un torse s'est échoué sur Staten Island. À l'époque, les tests ADN n'étaient pas encore disponibles. Un technicien en radiologie a comparé une vieille radiographie du thorax avec le torse et a confirmé qu'il appartenait à Gail. Le torse a été remis à sa famille, qui a organisé un service funéraire pour Gail. Malgré cette identification, aucune charge n'a été retenue et Robert s'est installé à Las Vegas, où il a créé un cabinet de chirurgie plastique prospère, a continué à sortir avec des hommes et est devenu très respecté dans la communauté. En 1996, il a épousé Janet Chalotte et le couple s'est ensuite installé dans le Dakota du Nord, où ils ont eu une fille. Bien que Robert semble aller de l'avant,
L'inspecteur Rosenzweig reste hanté par l'affaire non résolue de la disparition de Gail et décide de la réexaminer 10 ans plus tard lorsque l'analyse médico-légale de l'ADN est devenue possible. Avec l'accord de la famille de Gail, le torse a été exhumé pour être testé, ce qui a finalement révélé qu'il n'appartenait pas à Gail. Malgré l'absence du corps de Gail, la police et le bureau du procureur ont estimé qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour arrêter Robert et l'inculper de meurtre au second degré. Robert a plaidé non coupable. L'affaire contre Robert repose uniquement sur des preuves circonstancielles. Il n'y avait ni témoin oculaire, ni preuves médico-légales, ni aveu, ni cadavre. Néanmoins, l'accusation a fait valoir qu'en dépit de la nature circonstancielle des preuves, celle-ci conduisait indubitablement à une seule conclusion: la culpabilité de Robert dans le meurtre de Gail. Ils ont soutenu qu'il avait tué Gail dans leur appartement après avoir appris qu'elle avait l'intention de le quitter. Selon la police, Robert a ensuite passé des heures à démembrer le corps de Gail avant de prendre un avion au-dessus de l'océan pour s'en débarrasser entre Montauk Point, dans l'État de New York, et Cape May, dans le New Jersey. La tâche de l'accusation était de convaincre le jury qu'il était possible pour Robert de se débarrasser du corps tout en pilotant l'avion, en alléguant qu'il avait agi seul. Elle a présenté 4 témoins experts et une vidéo montrant comment un tel acte pouvait être accompli pour étayer son argumentation. Le jury a entendu les témoignages de 4 experts: le médecin légiste en chef de la ville de New York, un pilote chevronné de la police de New York, un inspecteur de la sécurité aérienne et un pilote de ligne instructeur de vol examinateur d'essai en volume de la FAA. Ils ont affirmé que Robert, résident en chirurgie et pilote, pouvait démembrer un corps de la taille de celui de Gail, 1,80 m, 90 kg, en 10 minutes à peine. Ils ont également déclaré qu'il pouvait emballer les membres démembrés de Gail dans un sac de volume et les transporter par une sortie arrière non surveillée de son immeuble, puis marcher 2 pâtés de maison jusqu'à sa voiture sans se faire remarquer. Les experts ont également déclaré que Robert pouvait charger le sac de volume dans l'avion Cessna 172 sans être repéré et le piloter au-dessus de l'océan Atlantique pour se débarrasser des restes de Gail. Ils ont noté que l'avion loué était relativement simple à utiliser. L'accusation a présenté au jury des preuves de l'existence d'un mobile, révélant la liaison de Gail et son désir de quitter Robert. Elle avait fait des plans, emprunté de l'argent et était déterminée à partir le 7 juillet. La cour a appris que Robert n'avait informé personne, pas même sa famille, de ses activités aériennes ce jour-là. Le carnet de volume modifié a été présenté comme preuve, suggérant qu'il avait plutôt volé le lendemain. La cour a été informée de la nature tumultueuse de la relation entre Robert et Gail, y compris des allégations de violence domestique. Robert lui-même avait précédemment décrit leur dispute comme étant intense et explosive. Selon certains témoignages, il aurait exprimé de la haine envers Gail et fait des déclarations indiquant qu'il voulait lui faire du mal. Les témoignages ont révélé que Robert avait proféré des menaces directes et perçues comme telles. À l'automne 1983, Gail a contacté son cousin, Hilar Viez, un avocat, et a révélé qu'elle et Robert avaient eu une vive dispute au cours de laquelle il l'avait étranglée, la rendant inconsciente pour la première fois, même si ce n'était pas la première fois qu'il l'étranglait. En outre, la thérapeute de Gail, le docteur Sybil Baran, a témoigné. Contrairement aux affirmations de Robert selon lesquelles Gail était suicidaire, le docteur Baran a informé le jury qu'elle n'avait jamais abordé ce sujet avec Robert et qu'elle ne pensait pas que Gail était suicidaire. La défense soutient que Robert est innocent et présente Gail comme une personne ayant des problèmes de santé mentale, une dépendance à la drogue et des relations instables avec d'autres hommes. Elle a cité un témoin qui a affirmé avoir vu Gail dans un magasin de bagels quelques jours après sa disparition. Toutefois, l'accusation a souligné au jury que la description de la femme faite par le témoin ne correspondait pas à celle de Gail. Après avoir délibéré pendant 5h30, le jury a déclaré Robert coupable de meurtre au second degré. Il a donc été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité. Robert a fait appel du verdict, mais n'a pas réussi à le faire annuler.
Après avoir purgé sa peine de 20 ans, Robert a fait des aveux pour la première fois lors d'une audience de la Commission des libérations conditionnelles en 2020. Il a admis avoir tué Gail et s'être débarrassé de son corps en le jetant d'un avion, ce qui correspond à la théorie de l'accusation. Robert a raconté qu'il s'était disputé et qu'il s'était emporté, finissant par attaquer et étrangler Gail. Il a ensuite piloté un avion, ouvert la porte et jeté le corps de Gail au-dessus de l'océan. Interrogé sur le motif du meurtre, Robert l'a attribué à son immaturité et à son incapacité à gérer efficacement sa colère. Malgré ses aveux, le corps de Gail n'a jamais été retrouvé. Leslie Nelander, une habitante de Fayetteville âgée de 61 ans et résidente de longue date à Syracuse, dans l'État de New York, semblait mener une vie heureuse avec son mari, le docteur Robert Nelander, un gynécologue très réputé, et leurs enfants. Elle contribuait activement à la communauté en participant à des œuvres caritatives locales et en aidant les personnes dans le besoin. Cependant, le matin du 17 septembre 2012, Leslie s'est retrouvée dans une situation désastreuse. Sa fille, Jenna Nelander, âgée de 23 ans, a appelé d'urgence le 911, signalant que sa mère était tombée dans la douche et avait besoin de soins médicaux immédiats. Jenna a raconté l'appel à l'aide de son père, qui avait découvert Leslie sur le sol de la salle de bain, en train de saigner. Les secours sont rapidement arrivés dans la spacieuse résidence du couple, où ils ont constaté la présence de sang à divers endroits de la chambre principale, notamment sur le tapis et sur le mur près du lit. Étonnamment, Leslie a été retrouvée à une 60aine de mètres du lieu de la chute, Robert l'ayant transportée là pour lui administrer un massage cardiaque, sans tenir compte des objections de Jenna. Malgré ses efforts, il était trop tard et Leslie a été déclarée morte sur place. À l'arrivée de la police, Leslie n'a pas été découverte dans la salle de bain, mais sur le sol de la chambre. Le docteur Robert Nelander, son mari, a expliqué aux policiers qu'il l'avait déplacée de la salle de bain à la chambre à coucher pour lui administrer un massage cardiaque. Malgré les efforts des secouristes, Leslie a subi un traumatisme crânien grave et fatal, et son décès a été constaté sur place. Au cours de l'interrogatoire de police, Robert a raconté avoir découvert Leslie sur le sol de la salle de bain et l'avoir ensuite déplacée dans la chambre pour lui administrer une réanimation cardio-pulmonaire. Du sang a été retrouvé à divers endroits de la chambre, notamment sur le tapis et le mur à côté du lit. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès de Leslie était un traumatisme crânien causé par un objet contondant et résultant d'une chute d'une certaine hauteur. On pense qu'elle a glissé dans la douche et s'est cogné la tête sur le banc de douche en pierre. L'incident a été considéré comme un accident et l'affaire a été classée. Le décès de Leslie a été non seulement une surprise pour sa famille, mais aussi un choc profond pour l'ensemble de la communauté. Les Nelander, une famille très respectée dans la région, étaient très appréciés. Robert, gynécologue et obstétricien à Syracuse, avait su gagner la confiance de nombreux habitants qui fréquentaient son cabinet. Pendant 28 ans, Leslie et lui ont partagé leur vie et élevé 4 enfants. Emily et Brian, issus du précédent mariage de Robert, ont été rejoints par Harry et Jenna, nés de Robert et Leslie. La communauté de Syracuse était bien consciente de la grande philanthropie des Nelander qui ont généreusement consacré leur temps et leurs ressources à diverses causes caritatives. La mort prématurée de Leslie a marqué un événement tragique pour ceux qui la connaissaient. Après la mort de Leslie, Robert vend la maison et déménage. Bien que l'affaire ait été classée et que Robert ait déménagé, les gens de la communauté ont commencé à parler. Des rumeurs circulent selon lesquelles beaucoup de sang a été trouvé dans la maison et que les blessures de Leslie étaient bien plus graves que ceux que l'on aurait pu attendre d'une chute dans la douche. La mort de Leslie était-elle vraiment due à un accident? D'autres rumeurs circulent également. Des chuchotements suggèrent que le mariage des Nelander n'était pas aussi stable qu'il n'y paraissait, une personne affirmant même que Leslie avait l'intention de louer un nouvel appartement le jour de sa mort. La police a également reçu une lettre anonyme dont le contenu était le suivant. Il y a des doutes sur le fait qu'il soit le bon gars que tout le monde pense qu'il estimate Leslie essayait de s'éloigner de ce type.
Le docteur Mary Jumblick, ancienne médecin légiste en chef du comté jusqu'à sa retraite en 2009, était très amie avec les Nölander. Cependant, des connaissances communes l'ont approchée, lui demandant si elle pensait que la mort de Leslie était vraiment accidentelle. Le docteur Jumblick a été troublé lorsqu'elle a examiné le rapport médical, réalisant l'étendue des blessures de Leslie. Leslie avait subi une blessure profondément pénétrante à l'arrière de la tête, si grave que du sang s'était accumulé dans son œil. Ce type de blessure est généralement associé à des incidents tels que des accidents de voiture ou des coups portés à l'aide d'objets lourds. Le docteur Jumblick a informé la police que, selon son opinion professionnelle, la mort de Leslie n'était pas accidentelle, mais plutôt un homicide, résultant d'un traumatisme crânien contondant infligé lors d'une agression. À la suite de l'évaluation du docteur Jumblick et de la lettre anonyme, la police a rouvert le dossier. Les enquêtes ultérieures ont confirmé les problèmes de mariage, Leslie et Robert dormant dans des chambres séparées au moment de sa mort. En outre, il a été révélé que le cabinet médical de Robert, autrefois florissant, était confronté à des difficultés financières et ne connaissait plus le même succès. Bien que Robert ait vendu la maison après la mort de Leslie, la police a réexaminé les lieux, considérant cette fois qu'il s'agissait potentiellement d'un homicide plutôt que d'un simple accident dû à une chute. La deuxième fouille a permis de découvrir des détails négligés, tels que du sang à l'arrière de la tête de lit et des éclaboussures de sang sur les stores situés derrière le lit. Par la suite, la police a demandé à Robert de répondre à certaines questions, ce qu'il a accepté. Interrogé sur les rumeurs concernant les problèmes conjugaux, Robert a reconnu les problèmes, mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'animosité et qu'ils entretenaient toujours une bonne relation. Il a précisé que la veille de la mort de Leslie, ils étaient même sortis dîner avec leurs enfants, Harry et Jenna. Le matin de la mort de Leslie, Robert a décrit en détail sa routine, y compris un jogging à Green Lakes et l'achat d'un café pour Leslie sur le chemin du retour, un rituel quotidien. Selon Robert, à son retour, Leslie était déjà sous la douche. 1 heure plus tard, vers 8h25, il a ouvert la porte de la salle de bain pour la voir et l'a découverte par terre. En réponse, il a appelé Jenna et lui a demandé d'appeler 911. Malgré l'appel de Jenna à ne pas bouger Leslie, citant le risque potentiel de fracture du cou, Robert a ajusté la position de Leslie, estimant qu'il était difficile de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire dans la salle de bain. À la suite de la réponse de Robert aux questions de la police, une réévaluation des preuves, axée sur les traces de sang dans la maison et la gravité des blessures de Leslie, a conduit à l'arrestation de Robert. Il a ensuite été inculpé de meurtre. Robert a plaidé non coupable. Le récit de l'accusation était centré sur l'affirmation que Robert avait tué Leslie quelques heures avant de passer l'appel 911 et même avant son jogging matinal. Ils ont soutenu qu'il avait agressé Leslie dans la chambre à coucher à l'aide d'une arme inconnue, puis l'avait emmenée dans la salle de bain où il lui avait frappé la tête contre le banc de douche pour faire croire à une glissade. L'accusation a soutenu que Robert avait appelé Jenna à ce moment-là pour faire croire qu'il venait de découvrir Leslie dans la salle de bain. En choisissant de la ramener dans la chambre, malgré les objections de Jenna, il a délibérément cherché à expliquer la trace de sang entre la chambre et la salle de bain. Au cours du procès, la cour a entendu la femme de ménage des Nölander, qui a remarqué des draps inconnus sur le lit, ce qui a conduit l'accusation à suggérer que Robert s'était débarrassé des draps ensanglantés et potentiellement de l'arme du crime lors de son jogging matinal. Les principaux éléments de preuve présentés par l'accusation se concentrent sur les éclaboussures de sang trouvées dans la maison. Les éclaboussures ont été découvertes sur la tête de lit, la table de nuit, les stores derrière le lit et le mur sud situé à environ 7 pieds au sud du lit. L'accusation a mis l'accent sur les éclaboussures sur le mur sud, affirmant qu'il s'agissait d'éclaboussures d'impact causées par le sang de Leslie, indiquant un coup violent si elle avait été frappée avec un objet. Le témoignage d'un expert a été sollicité pour expliquer au jury ces éclaboussures d'impact. Le tribunal a reçu des témoignages concernant les blessures subies par Leslie. Selon le médecin légiste, la mort de Leslie résulte d'une fracture complexe et comminutive du crâne, probablement infligée par des coups multiples. Des ecchymoses ont été constatées sur ses doigts, ses bras et son nez,
ainsi que des abrasions sur les deux côtés de son visage. Le médecin légiste a d'abord considéré qu'il s'agissait d'un accident dû à une glissade dans la douche. Mais il a révisé son opinion après avoir découvert des preuves supplémentaires, concluant désormais à un homicide. La cour a été informée que Leslie avait reçu au moins 2 coups au crâne, dont l'un ne correspondait pas à un choc de la tête contre un bord droit, comme un banc de douche en pierre. L'accusation a soutenu que le premier coup porté à la tête de Leslie avait été causé par un objet non identifié. Leslie présentait des blessures au visage et sur le haut du corps, mais aucune au-dessous de la taille. La cour a appris que si elle avait glissé et était tombée, des ecchymoses se seraient probablement produites au bas du corps. L'accusation a exhorté le jury à déclarer Robert coupable, en soulignant que les derniers instants de Leslie avaient été marqués par une lutte désespérée pour sa vie avant qu'elle ne succombe à des coups mortels et ne soit jetée sans ménagement dans sa propre douche. La défense a présenté son argument selon lequel la mort de Leslie était accidentelle, en insistant sur sa lutte contre le vertige, un trouble qui provoque des étourdissements. Le témoignage de son entraîneur personnel a révélé une aggravation récente des vertiges de Leslie, un trouble reconnu comme familial par sa sœur, Joanne London Leslie, qui a également témoigné en avoir souffert. La défense a répondu à l'argument de l'accusation selon lequel les éclaboussures de sang montrent que Leslie a été attaquée dans la chambre à coucher. Elle a fait valoir que si les éclaboussures de sang étaient nombreuses, les ambulanciers pouvaient se les avoir provoquées en retirant leurs gants. Les secouristes avaient probablement du sang sur les mains et ont enlevé leurs gants. Ce faisant, le sang s'est envolé des gants et il n'y a pas eu d'impact, mais une projection. En outre, la défense a évoqué la possibilité que Robert lui-même, alors qu'il tentait de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, ait pu contribuer aux éclaboussures de sang en retirant sa chemise tachée de sang. Toutefois, elle a fait valoir que le manque de professionnalisme de l'enquête rendait difficile l'interprétation précise des éclaboussures. Le tribunal a été informé qu'il n'existait pas suffisamment d'images en gros plan du sang et qu'une partie du sang, située derrière la tête de lit et les stores, avait été prélevée des mois après la mort de Leslie, même après que Robert eût quitté les lieux. Le docteur Daniel Spitz, médecin légiste témoignant pour la défense, a affirmé qu'il pensait que la blessure à la tête de Leslie résultait d'une chute dans la douche, où elle s'était cognée la tête sur le banc en pierre. Bien que Robert n'ait pas témoigné, sa fille Jenna est venue à la barre. Elle a décrit son appel à 9 et raconté les événements de cette matinée fatidique, révélant qu'elle était restée avec sa mère jusqu'à 2 heures du matin. Jenna a contredit l'affirmation de la femme de ménage concernant les draps, insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas changé depuis l'arrivée de la police. Jenna a déclaré avoir vu son père retirer une chemise tachée de sang pendant la réanimation dans la chambre, bien que la chemise elle-même n'ait jamais été retrouvée. Elle a affirmé avec force qu'elle pensait que la mort de sa mère était accidentelle, étant donné sa présence dans la maison à ce moment-là. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict, déclarant Robert coupable de meurtre au second degré et de falsification de preuves matérielles. La défense a demandé à la Cour de le condamner à la peine minimale. Lors de l'audience de détermination de la peine, la sœur de Leslie, Joanne London Leslie, s'est exprimée au nom de la famille. Si l'un d'entre nous avait soupçonné, ne serait-ce qu'un peu, un acte criminel, nous ne serions pas ici aujourd'hui au nom de Bob. Robert s'est également exprimé devant la cour. Ma tête n'est pas courbée par le verdict de cette cour, car un homme innocent a été condamné à tort. Je n'aurais pas pris une vie, et je ne l'ai pas fait. J'aime beaucoup ma femme Leslie, et je la pleure tous les jours, aujourd'hui et pour toujours. Robert a été condamné à une peine de 20 ans de prison à perpétuité, et alors qu'il s'éloignait, Jenna lui a crié après « Papa, je t'aime, tu es innocent ». L'affaire a pris une tournure inattendue après le verdict, lorsqu'un juré suppléant a contacté l'avocat de Robert pour lui faire part de ses inquiétudes quant à une éventuelle partialité des jurés. Il s'est avéré que l'un des jurés qui avait voté en faveur de la condamnation de Robert pour meurtre, le juré numéro 12, Johanna Loren, avait échangé environ 7000 SMS avec des membres de sa famille et des amis pendant le procès.
Plusieurs centaines de CS messages portaient sur des questions relatives à l'affaire, ce qui constitue une violation flagrante des règles interdisant aux jurés de discuter du procès. L'équipe de défense de Robert, forte de ces nouvelles informations, a fait appel de sa condamnation. La Cour a appris que Johanna Loren avait reçu et envoyé de nombreux textos sur l'affaire, dont un de son père lui demandant de s'assurer qu'il est coupable. Un autre texto lui demandait si elle avait vu l'homme effrayant. En outre, il a été découvert qu'elle avait consulté des sites web de médias couvrant le procès, ce qui a fait craindre que des influences extérieures n'influent sur son jugement en tant que juré. À la suite des échanges de textos qui ont fait craindre la partialité des jurés, la condamnation de Robert a été annulée et un nouveau procès a été ordonné. Après avoir passé 3 ans en prison, il a été libéré sous caution en attendant le début du nouveau procès. Cependant, la programmation du nouveau procès a connu de nombreux retards, les ajournements étant attribués en partie aux défis posés par la pandémie de coronavirus. L'accusation a connu un premier revers pour le nouveau procès, en perdant l'un de ses témoins clés, le médecin légiste étant décédé. Cette perte est significative, surtout si l'on considère l'importance accordée au témoignage du docteur Listma lors du premier procès. Le fait que le jury du premier procès ait demandé que le témoignage du docteur Listma lui soit relu pendant les délibérations suggère le poids qu'il a accordé à ce témoignage dans la détermination de la culpabilité de M. Robert. Lors du deuxième procès pour meurtre du docteur Robert, début 2022, des différences notables sont apparues par rapport au premier procès. 2 changements importants sont apparus. Des preuves incriminantes supplémentaires ont été présentées contre lui et Jenna Nelander n'a pas témoigné à la barre. Lors du réexamen en 2021, l'analyse médico-légale a révélé la présence de tissus adipeux momifiés provenant de la tête de Leslie sur la tête de lit du couple, ce qui renforce le récit de l'agression présumée du docteur Robert sur elle. Bien que l'appel de Jenna ait été diffusé au tribunal, comme lors du premier procès, la défense a choisi de ne pas l'appeler comme témoin pour soutenir son père cette fois-ci. En fin de compte, l'issue de la procédure judiciaire a reflété celle du premier procès. Le docteur Robert a été reconnu coupable le 17 mars 2022. Il a ensuite été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité le 2 mai, en bénéficiant d'un crédit pour la période déjà purgée.